Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Julien Dittmar, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir ce soir sur le podcast Checkpoint, dédié aux questions de renseignement, de défense et de sécurité. Julien Dittmar, vous avez une expérience extraordinaire, incroyable. C'est à ce titre que j'ai souhaité vous avoir avec nous ce soir. Vous avez été otage pendant 66 jours en Irak en 2020. Alors j'aimerais que vous nous racontiez les conditions de cette détention et comment tout cela s'est passé. Julien Dittmar, bonsoir, c'est à vous. Bonsoir David, merci beaucoup pour l'invitation. Vous voulez que je vous raconte le contexte dans lequel on allait à Bagdad? Oui, en fait, je sais que vous étiez là-bas au profit de la cause des chrétiens d'Orient. Donc, tout d'abord, merci pour cet engagement à leur profit. Et que vous étiez entre le Kurdistan et Bagdad. Et qu'à l'occasion d'un déplacement, vous avez dû vous rendre à Bagdad. Et là, que se passe-t-il? Tout à fait. Donc en sortant d'une agence de voyage, on changeait des billets d'avion. On a pris un taxi au hasard, on était 3 Français et un Irakien, tous salariés de l'association de longue date. Et donc le taxi qu'on a pris, plein centre-ville de Bagdad, on est passé devant l'ambassade de France et puis quelques minutes après, un véhicule de type police paramilitaire, c'est-à-dire qu'avec des sirènes, avec des gens en tenue disparate dedans, on braquait le taxi, on fait une queue de poisson, un véhicule à l'avant, un véhicule à l'arrière. Ils sont sortis en braquant leurs armes sur nous. Et donc, nous ont fait sortir du taxi et nous ont mis dans leur véhicule, donc 2 par véhicule. Et donc, on commençait à rouler, à quitter les lieux très vite. Et on est donc sorti de la ville très rapidement. On a changé de véhicule en sortie de ville et on a roulé environ 1h30 pour arriver ensuite dans une espèce de base, on a supposé leur base. Parce qu'évidemment, tout le trajet, on voyait rien, l'ambiance était très tendue, ils nous criaient dessus, on n'avait pas trop l'autorisation de leur parler. Ils nous ont dépouillés de nos téléphones, passeports, montres, etc. Et nous faisaient baisser la tête et nous ont attaché les mains et bandé les yeux pour pas qu'on voit le trajet. Ok, donc là, voilà les premières heures. Ok, donc là, vous avez estimé à peu près à 1 heure et demie avec votre perception du temps, mais en fait, tout ça se passe très vite. Et puis, comme vous l'avez dit, rapidement, on vous a bandé les yeux, attaché les mains dans le dos, a priori, et on vous a empêché de regarder ce qui se passait dehors. Donc, en fait, comment se gère la perception de l'émotion? Déjà, est-ce que c'est quoi les premières émotions qu'on ressent lorsque l'incident initial arrive, c'est-à-dire ces 2 pick-up qui vous tendent quasiment une embuscade et qui vous sortent du véhicule? À quoi est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on a le temps de penser à ce moment-là? Alors c'est vrai que tout va très vite, on a un peu l'impression que ça va au ralenti certains moments. Déjà la surprise au début, quand on les voit sortir, qu'ils sont en train d'arrêter, parce qu'il y a des grosses manifestations à ce moment-là, anti-Iran, dans Bagdad. On pense qu'ils sont en train d'aller arrêter des manifestants, puis en fait ils viennent sur nous. Donc déjà, le temps que le cerveau imprime que c'est bien nous les concernés. Et ensuite, une certaine peur, effectivement quand même, hein, peur, mais le cerveau, sûrement un instinct de survie primaire des premiers temps de l'homme, quand même prend l'instinct de survie prend sur la peur. C'est-à-dire que le fait aussi de ne pas voir fait que les autres sens se décuplent. Donc là, surtout l'ouïe. On essaye de capter le moindre information, de comprendre la route de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. À un moment, ça va vite, ça tourne, ça machin. Comme si c'était important. Et vu qu'ils veulent pas nous faire voir, le cerveau se dit que s'il arrive à en déduire sans voir, ça va l'aider. Bon, même si dans les faits, finalement, ça change pas grand-chose de savoir vraiment où on va, mais en tout cas,
l'instinct nous guide à nous concentrer vraiment sur essayer de comprendre avec les rudiments d'arabe que j'avais, de comprendre ce qu'ils disent entre eux, le moins d'informations, de la retenir. Voilà, donc il y a vraiment un focus sur essayer de capter les infos. Et puis, bah, quand même, une certaine peur, et là, de s'auto-convaincre dès les premières minutes que ça va bien se finir, et que déjà, on n'est pas tombé sur. Au début, on ne sait pas sur qui on tombe, donc on s'auto-convainc de ne pas être tombé sur les plus fous du coin, et que l'issue sera favorable. Voilà, c'est un peu le. Ok. Ok. Donc là, vous étiez 3 Français plus un Irakien. Vous êtes donc séparés, Oui, mis 2 par véhicule. Et au bout d'un temps que vous avez estimé, vous, à 1 heure et demie à peu près, vous êtes oui. sorti du véhicule. Et là, vous découvrez, est-ce que vous avez eu le temps de voir quelque chose? Est-ce qu'on vous a enlevé un bandeau? Est-ce qu'on vous l'a remis? Vous avez eu le temps de visualiser l'environnement dans lequel vous alliez être? Oui, alors déjà, il y a eu un temps de latence dans la voiture avant qu'ils nous sortent, donc qui paraît une éternité aussi. On sent qu'ils doivent chercher où nous mettre, comme si ça n'avait pas l'air si prévu que ça de nous enlever. Et ensuite, ils nous déposent. Et donc là, je suis avec mon collègue irakien, et j'entends, je sens, je ne sais plus exactement, les deux autres collègues qui arrivent. Et il y a un petit sentiment de se rassurer. Enfin, on est un peu rassuré parce que mine de rien, on est un peu inquiet pour les deux autres. On se doute qu'ils sont dans l'autre voiture, mais bon, on n'est jamais vraiment sûr. Donc, on se dit déjà, bon, ils sont avec nous, instinctivement, ça va déjà un peu mieux. Ok. Et, et là, moi, j'avais mon bandeau qui commençait à tomber. Et donc là, c'est vrai que dans ce moment-là, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait que je remette le bandeau? Du coup, je commençais à voir un peu ce qui se passait. Mais si je le mettais, je me dis qu'ils vont penser qu'au finalement, mettant les mains sur mes yeux, que je veux l'enlever. Donc, est-ce que je le laisse tomber? Mais alors, du coup, de m'engueuler de ne pas l'avoir remis. Enfin, voilà, c'est plein de petits choix comme ça qui paraissent anodins qu'on traverse qu'on a pendant ces 66 jours. Donc là, je l'ai pas touché. Et finalement, il y en a un qui a vu qu'il était en train de tomber. Et je me souviens encore, donc il a mis sa grosse tête juste au-dessus de moi en rigolant. Voilà, comme si j'avais un peu réussi à jouer avec le système, à voir un peu. Et là, il m'a bien serré le bandeau et il n'est plus tombé. Ok. Donc là, si vous avez plus dessus votre bandeau, vous étiez donc attaché les mains devant, attaché avec de la corde, de la ficelle, avec des menottes. Des bouts de tissu, ouais, des bouts de tissu qui attachaient dans le dos. Ok. Ok. Du coup, là, vous avez visualisé un environnement qui ressemblait à quoi? Une maison Donc oui, là, voilà, après, ils nous enlèvent les bandeaux peu de temps après. On est dans une espèce de vieille cuisine, on appellera ça un hangar, hein, un grand tapis par terre, comme vraiment une cuisine d'appoint dont on sert plutôt l'été, tout ça, donc qui est pas du tout propre, et qui fait une trentaine de mètres carrés. Plus tard, ils viendront en permanence chercher des casseroles, des trucs dedans, comme s'ils s'en servaient de temps en temps, mais le fait qu'on soit là, ils ne pouvaient plus s'en servir. D'accord. Donc là, rapidement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mis j'allais dire, au cachot, vous êtes mis dans une pièce, confiné, vous mangez, vous buvez, vous attendez combien de temps avant de comprendre ce qui se passe et qu'on vous donne au moins un peu à boire? Oh, on nous a donné. Donc, c'était en fin de journée quand on était enlevé vers 17h, 18h. Et donc, alors, on n'avait plus de montre, hein, mais bon, ça devait être 21h, 22h. Là, ils nous ont donné un peu à boire et un bout de pain. Mais ça, on a eu assez vite. Ok, donc là, vous êtes embastillés, vous êtes tous les quatre. Oui. Alors, comment est-ce qu'on gère la promiscuité dans un lieu exigu sans savoir si on va rester 48 heures ou plus? Comment se créent ou se refont ou se défont les rapports humains et les relations sociales? Alors, ça, c'est sûr que c'est tout un volet qui est. Les rapports n'auront pas toujours été les mêmes tout au long de la séquestration. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez complexes, et ouais, on est dans une situation où on ne sait jamais quand ça finit et puis si ça va finir favorablement. Donc on gère évidemment les choses au jour le jour, et, et donc globalement les liens se sont vraiment bien resserrés. On s'est vraiment entraidé pour se soutenir, se dire que tout allait bien se terminer. Et puis aussi, bah, les journées étant très très longues,
On est arrivé à parler entre nous d'autres choses, de ce qu'on ferait en sortant, de se remémorer nos souvenirs communs, de se confier sur nos vies. Donc on peut quand même échanger. Alors on a aussi beaucoup prié, parfois ensemble, parfois seul, ce qui nous aura beaucoup aidé. Et on avait de temps en temps un jeu de cartes. On jouait un peu à la belote ensemble, ou au solitaire, ce qui aidait parfois à faire passer un peu le temps. Et avec notre collègue irakien, ça a été un peu plus complexe, les relations, puisqu'il, lui, étant irakien, il savait qu'il avait beaucoup plus de chances d'y rester que des Français. Et donc, son stress qu'il avait générait beaucoup. Il y avait peu de paroles rassurantes et beaucoup fataliste. Donc c'est vrai qu'au quotidien, petit à petit, on finissait par un peu s'isoler de lui pour survivre, quoi, en fait, pour pas être en permanence dans des pensées négatives, mais en garder des positives. Ok. Et puis évidemment, la promiscuité telle fait que le moindre de défaut de chacun peut vite nous agacer, quoi. C'est du 24 heures sur 24. Voilà. Mais bon, globalement, c'était des personnes quand même avec qui je m'entendais bien avant et avec qui je m'entends toujours bien. Donc, c'était des personnes. Si j'avais dû choisir les deux autres Français avec qui j'étais enlevé, j'aurais choisi ces deux-là. Donc, bien tombé. Le Ok. casting était bon. Super. Bah, écoutez, c'est des paroles hyper positives. Je rappelle, vous avez donc passé 66 jours enlevés par un groupe armé irakien en 2020. 66 jours à 4, 3 Français, un Irakien, dans des conditions de promiscuité. Alors, comment est-ce qu'on a accès aux bases sanitaires, par exemple? Vous avez besoin d'aller aux toilettes, comment ça se passe? Est-ce qu'il y avait une infrastructure dans la pièce où vous étiez séquestré? Ou est-ce qu'il fallait demander dans quelles conditions, taper à la porte? Est-ce qu'on vous faisait sortir masqué? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, l'accès aux infrastructures basiques sanitaires? Oui, tout à fait. Alors, on a fait déjà quatre lieux différents de séquestration. On nous a un peu baladé d'un lieu à l'autre, dont trois qui sont vraiment dans la base là dont je parlais, et un qui était plus dans la banlieue de Bagdad. Et donc le confort était un peu différent à chaque fois, mais globalement, la première semaine, c'était très 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 spartiate là, dans cette espèce de cuisine. C'était vraiment juste une planche de contreblaqué avec un trou dans l'angle et l'angle du mur qui servait à tout, le besoin, la douche, se laver, même si on se lavait pas parce qu'on n'avait pas de serviette et on était en plein hiver hein, quand même, donc il faisait froid. La deuxième semaine, là, on était dans une espèce de caravane, donc là, on avait une pièce, vraiment, il y avait 4 matelas les uns à côté des autres, et il n'y avait pas de place pour rien d'autre. C'était vraiment très, très serré. Et donc là, on devait taper pour qu'ils nous emmènent à une douche qui était à 2 mètres, mais donc on sortait masqué, voilà. Donc ça, c'était pendant une semaine. Et troisième et quatrième semaine dans la banlieue de Bagdad, dans une cave. Là, les conditions étaient très précaires aussi. Alors, on n'avait pas besoin de sortir, mais c'était une espèce de fosse. Et du coup, tout s'accumulait, quoi. Au début, ça ne se sentait pas. Puis, vu qu'on est resté, l'odeur empirait. Et le dernier lieu, les conditions étaient un peu différentes. Mais voilà, une pseudo salle de bain avec pareil, des toilettes à la turque et un seau et là pour se laver, faire ses besoins, etc., quoi. C'est vrai que l'intimité n'était pas optimale, mais voilà, on a fait avec. D'accord, c'était Bagdad Hilton. Alors, merci pour ces précisions. Donc, on entend bien privation de liberté, privation de mouvement, privation d'accès à des sanitaires décents. Le sommeil, vous avez pu dormir ou vous étiez empêché de dormir? Alors, déjà, on était dans des lieux où la lumière était allumée tout le temps. Elle n'était jamais éteinte. Donc, sauf dans les caravanes, là, il y avait exception pendant une semaine. Voilà, mais sinon, donc, lumière en permanence, donc très peu de variations de lumière, parce qu'on avait un tout petit filet de lumière qui nous laissait voir s'il faisait jour ou nuit. Donc ça, déjà, le corps humain n'étant pas fait étant fait pour vivre le jour et la nuit, cette non-variation fait qu'on avait un rythme particulier, et le fait de ne rien faire fait qu'on est
pas fatigué de notre journée de travail. Et donc, on était, pour faire simple, un peu toujours en train de somnoler, quoi. Donc, on arrivait parfois à s'endormir, mais rarement plus que quelques heures, se réveiller, se rendormir, en se mettant un pull, un t-shirt sur la tête pour pas avoir la lumière qui était juste au-dessus du lit. Plus évidemment le stress, plus les venues des gardiens très aléatoires. Je sais pas si c'était volontaire, mais évidemment, il y avait pas de régularité. Ils pouvaient venir des fois 4 fois dans une journée, puis plus pendant 3 jours. Voilà, donc c'était évidemment, on pouvait pas se caler sur leur venue pour se dire là, on va dormir. Donc évidemment, dès qu'ils rentraient, on était très, très stressés. En plus, il y avait ce jeu on devait mettre les lunettes de tir sur lesquelles ils avaient mis une bombe, la bombe pour pas qu'on les voit, on devait les mettre dès qu'ils rentraient. Donc on a toujours la crainte de pas se réveiller et du coup quand ils rentrent et du coup de pas avoir les lunettes et se réveiller quand ils sont là et de les voir et du coup là on savait pas comment ils réagiraient si cela arrivait donc voilà, un sommeil rarement profond et de plus de quelques heures, quoi. Ok, donc privation effectivement de liberté, privation d'accès aux sanitaires, une privation d'activité qui fait que vous n'êtes pas fatigué, donc les journées doivent être longues. Comment est-ce qu'on occupe son temps? J'ai entendu que vous avez joué à la belote, au solitaire, vous avez beaucoup prié. Il y a un moment, au bout de 66 jours, qu'est-ce qu'on trouve comme exutoire pour libérer l'énergie, le trop-plein d'énergie qu'on accumule quand on ne fait rien à longueur de journée? Est-ce que vous avez, vous ou le groupe, trouvé une solution, faire des squats, des abdos, des pompes, ou est-ce que ça vous paraissait impossible ou malvenu? Alors justement, très, très bonne question là-dessus. On était assez partagés. Alors les endroits, on avait vraiment très très peu de place. La question de faire des squats et des abdos était vraiment même pas logistiquement faisable. Et dans d'autres endroits, on avait un peu plus de place. On s'est posé la question, mais en fait, vu qu'on était filmé, oui, on était filmé en permanence. Il y avait des caméras aux 4 coins des pièces où on était, sauf la première semaine. Et on s'est dit, voilà, vu qu'on est toujours plus ou moins accusé assez explicitement au début, puis avec le temps, ça s'amusait d'être espion. Faire du sport pouvait, dans leur esprit, s'apparenter à une situation militaire, voilà, qu'on serait militaire ou quoi. Donc, on s'est un peu abstenu de ça. Moi, j'en ai fait un peu de temps en temps dans le dernier lieu, on était le dernier mois, dans la salle de bain où là, il n'y a pas de caméra. Un peu de pompe et un peu de squat, voilà, même pas abdos parce que par terre, c'était vraiment crade. Évidemment, on n'avait pas de tapis de gym, abdos, on s'est abstenu. Euh, donc j'en faisais un petit peu de temps en temps pour un peu évacuer ça, mais voilà, c'était très, très rare. Après, voilà, c'est beaucoup d'évasion dans sa tête, en fait. On, on, on se perd dans ses pensées, et je me souviens que même parfois, on est tellement loin dans nos pensées, de remonter beaucoup de souvenirs, on réfléchit beaucoup à ce qu'on a vécu, et parfois aller tellement loin dans les souvenirs que presque oublier notre situation. Et quand là le gardien rentre, bah, c'est évidemment le retour quand la porte s'ouvre, le retour au réel, un peu brutal parfois. Et voilà, donc beaucoup de prières, beaucoup d'exutoires dans sa tête. C'est un peu compliqué de décrire exactement tout ce qui nous passe par la tête, mais moi c'était beaucoup les souvenirs passés. Et puis voilà, des discussions entre nous quand même qui aidaient aussi, hein. Je pense que tout seul, ça aurait été vraiment, vraiment plus dur qu'à 4 comme ça. Ok, merci pour ces précisions. Alors, j'entends aussi, vous l'avez évoqué, vous étiez donc filmé à certaines reprises selon les lieux de détention, 4 lieux a Ouais. priori, 3 dans le même environnement et un à part, avec parfois Ouais. 4 caméras dans les angles où vous étiez filmé et vous avez mis en place une stratégie, pas de survie, mais une stratégie qui consistait à vous dire, vous avez été accusé d'être des espions dès le départ, et vous vous êtes dit, si on fait un peu d'activité sportive, comme on peut faire sur un tapis de gym, on va peut-être passer pour des gens qui ont fait des choses avec l'armée et ça va être contre-productif. Donc ça veut dire que vous vous êtes contraint à ne pas envenimer votre situation. Mais dès le départ, ils vous ont accusé d'être des espions. Ça j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu dessus. Oui, tout à fait. Alors en fait, alors, dès le début, de la première heure où on est arrivé, quand il y a eu un petit moment de flottement, on leur a dit, bah, du coup, qui êtes-vous, pourquoi on est là, quoi. Et alors, ils nous ont dit, alors ça se durait par service de renseignement. Le mot en arabe, c'est murabarat. C'est assez large, hein, finalement, ce mot.
peut dire renseignement littéralement, mais bon, ça implique des agents secrets comme on l'entend, mais d'autres agents en renseignement quasiment officiels. Et en Irak, les milices, le lien entre milices et armée étant très très flou à bien des égards, on savait pas trop à qui on avait affaire. Okay. Mais en tout cas, il se présentait comme quelque chose d'officiel. Donc déjà, côté un peu rassurant. Et en fait, au bout de 2 jours à peine, quelqu'un dont on a compris qu'il était un peu le chef de cette joyeuse bande, est venu nous dire qu'on était là parce qu'on avait donné de l'argent aux manifestants. Faut savoir qu'à cette période-là, il y avait de grosses manifestations dans les villes chiites du sud de l'Irak contre l'influence omniprésente de l'Iran, pour faire simple. Et donc les milices irakiennes chiites pro-Iran réprimaient fortement ces manifestations. Et donc, ils nous ont accusés d'avoir payé des manifestants. Alors, ils ont été précis, ils nous ont dit, vous avez donné $6 000 à l'UNICEF. Évidemment que c'est pas vrai, qu'on a nié tout ça, mais voilà, en fait, mais il nous l'a dit quand même formellement et fermement. Mais elle nous l'a répété au final qu'une seule fois après plus tard. Il n'y a pas eu tous les jours venir nous dire alors vous avez donné ces $6 000. Voilà, c'était quand même quelque chose qu'on sentait, il fallait qu'il y ait un prétexte, mais qu'eux-mêmes, je ne sais même pas si eux-mêmes étaient, ils faisaient sans y croire. Voilà, c'était un peu le seul prétexte officiel qu'on a eu. Ok. Alors là, vous commencez donc à être retenu en otage. Alors, a posteriori, parce que sur le moment, vous ne le savez pas, mais à quel moment votre employeur prévient les autorités, vos familles, et qu'est-ce qui se met en place pour essayer de tenter de vous sortir de là le plus vite possible? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous l'avez su a posteriori? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai su les grandes lignes, hein, finalement. Euh, alors, on s'est fait enlever le lundi 20 janvier. On était arrivé à Bagdad vraiment depuis quelques heures. Mais on avait un rendez-vous le mercredi 22 à l'ambassade de France pour faire un point sur les démarches administratives, etc. Et donc, c'est un peu. L'association s'est inquiétée dès le mardi matin de plus nous voir connectés sur les groupes de discussion et tout ça. Et qu'on répondait plus à aucun message ou appel. Et donc, ils ont commencé à appeler l'ambassade dans la journée, qui a elle-même appelé l'hôtel où on résidait. Mais l'hôtel a dit qu'on était là. Donc, ils sont pas trop inquiétés parce qu'avec les manifestations, il y a beaucoup de coupures d'Internet ou d'électricité parfois. Donc, tout le monde se rassurait un peu avec ça pour le moment. Mais la tension montait un peu et le mercredi matin, ils ont repris contact avec l'ambassade qui leur a dit bah, écoutez, on a rendez-vous avec eux à 18h. Si vraiment ils sont pas là, bah là, ce sera déclenchement de la cellule de crise. Et donc, bah, c'est à ce moment-là. Donc, évidemment, on n'est pas venu au rendez-vous. Donc là, la vraie cellule de crise a été déclenchée donc 48 heures après l'enlèvement. Et donc là, dans la foulée, ils ont prévenu les familles. Comme ils pouvaient, avec les mots qu'ils ont pu employer. Et puis, dès le vendredi 25, il y a eu une conférence de presse pour un peu couper court. Enfin, voilà, l'info commençait à sortir dans la presse à moindre échelle hein, par rapport à d'autres enlèvements, mais du coup, il y a eu une conférence de presse pour clarifier un peu ce qui se passait et l'association a fait ça, voilà. Ok, super. Donc 48 heures avant que la cellule de crise se déclenche, c'est qu'on comprenne que vous êtes manquant, sans qu'on sache si vous êtes enlevé, tué ou quoi d'autre. Les familles sont prévenues, ça se mobilise. Alors vous, durant ces 66 jours, à quel moment vous vous êtes dit qu'il commençait à y avoir une porte de sortie? Est-ce que vous avez été filmé? Est-ce qu'on vous a demandé des réponses à des questions de preuve de vie? Et à quel moment on a un peu d'espoir? Et est-ce que cet espoir, on le garde? Ou est-ce que, quand ça dure, ben, il s'enfuit et puis il faut le récupérer après? Comment ça se passe? Eh bien, alors donc au bout de 3 semaines environ, on a été filmé, mais voilà par des gens qui n'étaient pas les gardiens habituels, qui étaient vraiment des jeunes et qui sont venus. Et donc là, pour la première fois, on devait enlever nos masques et les voir. Donc on avait une crainte en fait parce que c'était enfreindre les consignes habituelles. Donc
pour nous, c'était pas bon signe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir en arrivant sur le net. Et en fait, chacun notre tour, on devait dire notre nom, prénom, face caméra. Et voilà, c'était tout. Donc, ils ont fait ça à tour de rôle. On s'est dit, c'est pas comme dans les films où il y a un journal avec date pour authentifier la date où on est filmé. Bon, bah voilà, eux nous ont dit que c'était pour leur service communication. Évidemment qu'on y croyait à moitié. Après, en fait, il se passe tellement rien qu'on a le temps d'envisager toutes les options du monde. Donc, on s'est dit, ça se trouve, ils ont fait cette vidéo, mais finalement, ils en font rien. C'est juste pour nous faire croire qu'ils vont en faire quelque chose. Même si officiellement, ils disent que c'est pas pour ça. Mais voilà, un jeu de dupes, on a imaginé ça. Bon, après coup, on a su que cette vidéo avait été vue par l'autorité française, donc ça avait vraiment servi. Et 2 semaines plus tard, on aura eu oui, 2 semaines, ouais, des questions preuves de vie, effectivement, donc 2 par personne. C'était des questions vraiment intimes sur nos familles. Donc on comprenait que les questions elles-mêmes avaient été posées par nos familles. Donc il y a un lien. Je n'ose imaginer le nombre d'intermédiaires entre nos familles et celui qui va nous poser les questions, qui lui-même n'était pas un gardien habituel. On a bien reconnu à la voix qui était venue spécialement pour ça. Donc là, bah, c'est quand même rassurant. On se dit que s'il se passe ça, c'est qu'il y a, en tout cas, la France fait quelque chose. Et nous, on sait même pas à ce moment-là si on a un statut d'otage ou de disparu. Enfin, on sait rien. Et puis, vu qu'ils nous ont dit qu'on était là pour un motif un peu pseudo-complot contre l'État, bon, sans avoir insisté dessus outre mesure, voilà, on savait pas vraiment ce qui se disait sur nous, à quel point l'État était mobilisé ou non, ce que les familles savaient, ce que l'association faisait. C'est vrai qu'on était vraiment coupé du monde à ce niveau-là, quoi. Très bien, merci, hein. Je rappelle, vous avez donc passé 66 jours kidnappés, otages, séquestrés avec 2 de vos camarades français et un de vos collaborateurs irakiens à Bagdad ou dans la périphérie en 2020. Alors, on commence à voir la sortie du tunnel. Comment ça se passe quand on vient vous dire et que vous comprenez que vous allez être libéré? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et dans sa tête et techniquement parlant? Alors oui, alors c'est sûr que voilà, on a eu en fait des faux espoirs à plusieurs reprises, donc plus ou moins marqués, c'est-à-dire que au bout d'un mois, quand on quitte la cave là en banlieue de Bagdad et qu'on retourne finalement dans la base où on était, mais dans une pièce adjacente, euh, à ce moment-là, on nous a vraiment fait croire que c'était fini. Donc on est rentré dans 1000 détails pratico-pratiques de comment allait se passer la libération, qui était très content pour et compagnie. Et au final, bah, on n'était pas du tout libre et ça a duré plus d'un mois de plus. On n'a même pas fait la moitié à ce moment-là. Donc on a eu d'autres signes un peu de ce genre-là. On s'est auto-forcé à pas trop y croire pour pas faire le même ascenseur émotionnel qui avait été vraiment dur à ce moment-là. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, on a vraiment été libéré. Donc comment ça s'est passé? Il y a eu le colonel, donc le chef là, qui est venu, encore une fois en pleine nuit, tout le déplacement, tout ça se faisait toujours en pleine nuit, nous dire que, ben voilà, que qu'on était sur la fin, que ça allait être fini, tout ça. Sans évidemment dire que les accusations étaient levées pour autant, mais et là, il nous parle un peu du Covid aussi, parce que ça, il fallait prendre en compte que nous, quand on s'est fait enlever le 20 janvier, ce mot-là n'existait pas trop dans le dictionnaire. Et quand on est sorti le 26 mars, le monde entier était confiné. Donc on a eu un changement vraiment pendant notre enlèvement. Et il nous a parlé de cette maladie dont on avait entendu rapidement les gardiens nous évoquer la chose, mais ils nous disaient tellement de choses fausses qu'on n'y prêtait pas vraiment attention. Et donc là, il nous a mis la télé avec la BBC. Et donc, on a vu évidemment, parler que de ça, que c'était une vraie pandémie mondiale. Et donc, il nous a dit, rassurez-vous, on pourra circuler et tout ça. Donc, on- le fait qu'il nous montre ces informations-là, qu'il prenne le temps, que ce soit lui, tout ça, donc on y a quand même cru. Euh, et donc, en fait, 3 jours plus tard, il nous fait passer dans une autre équipe nous emmène. Et là, les conditions de transport sont un peu améliorées, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un coffre à l'arrière d'un 4x4, les 4 dans un coffre,
mais on n'a pas les mains dans le dos, on a les mains devant. On a des couvertures dans le coffre qui amortissent un peu qui améliorent un peu le confort, donc des petits signes qui nous font croire que c'est vraiment la fin. Donc là, on arrive dans un autre lieu où là, il nous filme, il nous te dit de dire qu'on a été bien traité, que tout ça, il nous fait un peu un bilan de l'enlèvement. Et c'est le colonel en question. Donc là, on voit un peu, alors il est cagoulé, mais on voit son apparence physique. Et en fait, donc on repasse aux mains d'une autre équipe. Le lendemain, encore une autre équipe nous rend là nos passeports et nos cartes vitales et tout ça, ce qu'on avait dans nos portefeuilles, sauf l'argent liquide évidemment. Et donc là, bah, on se dit quand même, c'est quand même bien la fin. Et encore une autre équipe nous emmène dans un espèce de bureau officiel. On roule un quart d'heure, elle en est même plus attachée, tout ça. Et donc là, on nous enlève nos masques et il y a des gens un peu de partout qui brassent. Nous, on n'a plus du tout l'habitude, hein, on est toujours en vase clos. Donc on a un gars en costume qui était en fait l'ancien ministre de l'Intérieur, qui nous fait un speech pour dire qu'il est content qu'on soit libéré. C'est pas merci. On comprend qu'il a sûrement eu un rôle dans la négociation, mais on ne sait pas exactement quoi, et il voulait qu'on le sache, hein, s'il s'est montré à nous. Et c'est lui-même avec son chauffeur qui nous emmène, on monte dans sa voiture, et là on voit des checkpoints, mais vraiment partout. Il y en a habituellement à Bagdad, mais là avec le confinement, on a compris qu'il y avait un vrai confinement qui fait qu'il y avait un checkpoint tous les 100 mètres. Et lui passe les checkpoints avec sa seule présence et nous dépose en fait dans une impasse. Il nous dit bah c'est là. Donc on marche en Bagdad avec nos tongs et nos jogging que les ravisseurs nous avaient donnés. Et en fait on arrive à la résidence de l'ambassadeur. Donc c'est pas le même endroit que l'ambassade de France. Et là on sonne. On passe des chicanes, tout ça, avec quelques militaires irakiens qui surveillent l'entrée. On sonne, et puis là, du coup, le chef de poste vient nous récupérer, et on est en France. Super. Donc j'imagine, quelle aventure, encore merci de ces détails rocambolesques sur la fin, des équipes successives qui vous amènent point par point, étape par étape jusqu'à la résidence de l'ambassadeur. Et là, enfin, la délivrance, la porte s'ouvre, les chefs de poste, et au bout de 66 jours, vous êtes en France. Dans des conditions de nouveau pas banales, puisqu'après 66 jours de séquestration, vous découvrez le monde sous le Covid. Du coup, toute la relation sociale avec les premières personnes que vous voyez et que vous allez ensuite voir plus tard, à savoir vos familles, toute cette partie de joie, de retrouvailles va être quand même un petit peu atténuée, amoindrie et va être très frustrante. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'était un vrai contexte mondial, très particulier. Puis nous, qu'on a découvert vraiment en quelques jours quand même, quand on a vu la BCC et après c'est pareil de cette vision à la télé et le fait d'arriver en France. Mais c'est vrai que c'était assez. On est parti que 2 mois. Finalement, on n'est pas parti. C'est pas comme si on était sur une île déserte pendant 10 ans. 2 mois, c'est quand même très long pour nous, mais dans l'histoire, c'est rien. Et on a l'impression que le monde avait complètement changé en 2 mois. Euh, donc c'est vrai que c'était assez complexe. Après, on l'a aussi vécu pas si négativement. Déjà, on a été confinés, hein, comme tout le monde, mais il y a eu quelques mois après où il y avait une levée de confinement, donc on a pu en profiter un peu comme tout le monde. Et c'est vrai qu'on a vécu ça aussi comme une sorte de sas, de pseudo-décompression. Je sais que voilà, beaucoup de militaires en OPEX, quand ils rentrent, ils ont un sas dans un hôtel à l'étranger quelques jours. Nous, on n'a pas pu avoir ça, et je pense qu'ils voulaient nous faire. Mais comme on n'a pas pu, à cause des conditions sanitaires, finalement, le fait qu'il n'y ait pas tout le monde qui veuille vous voir tout de suite avec bienveillance, mais c'est qu'on a besoin un peu de temps. Là, logistiquement, c'était pas faisable, donc ça forçait le sas. Et surtout, on sait que le Covid a fortement, à quel point, on ne sait pas exactement, mais a joué sur notre libération, a accéléré les négociations en tout cas. Le monde s'arrêtant et tout le monde ayant peur de chaque côté que peut-être on l'attrape et qu'on meurt de ça, parce qu'à l'époque, tout le monde avait vraiment peur de mourir du Covid, hein, dans ce contexte-là.
Donc on se dit que c'est quand même un peu grâce à ça qu'on est sorti. Enfin, ça a aidé quand même à que ça dure moins longtemps. Donc, on le voit pas si négativement. Je pense qu'on fait partie des rares personnes qui ont un impact positif, où le Covid a eu un impact positif sur eux. Ouais. Voilà, en gros, comment on perçoit les choses à ce moment-là. Alors, si j'osais, je dirais presque, les choses, à toute chose malheur est bon, parce que finalement, ce Covid vous a permis peut-être d'être libéré un peu plus vite que ce que vous auriez pu rester, vous avez pu rester plus longtemps. Et ensuite, ça vous a permis, cette situation très très particulière de mars 2020, d'avoir une sorte de sas de décompression à l'issue de 66 jours euh, dans une pièce à 4 avec une lumière en permanence, des lunettes noires dès que les gardiens rentraient, des conditions sanitaires et d'hygiène plus que réduites. Donc finalement, vous avez pu avoir ce petit sas avant de retrouver avec soulagement, j'imagine, vos familles. Alors, la première nuit, quand on est de nouveau sur le territoire français, qu'on se retrouve peut-être à l'aéroport, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous avez atterri, au Bourget ou Charles de Gaulle ou Villacoublay, mais la première soirée, à quoi on pense tout seul dans sa chambre d'hôtel et qu'est-ce qu'on a envie de faire, voilà, quelles sont les pensées qui vous viennent après 66 jours de privation de liberté. Oui, alors en plus, je dirais la vraie libération a été un peu en fait, on a passé 2 jours à la résidence de l'ambassadeur avant d'être rapatrié à Villacoublay, à côté de Paris. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi voilà, c'était nuit-là à l'ambassade où en fait on a revu le soleil pour la première fois. Des petites joies. Voilà, on a été libérés, vraiment déposés à la résidence je sais, vers 21h. Et, voilà, on n'a pas dormi. On a fait une nuit blanche complète. Hein. Au bout d'un moment, on allait voir l'ambassadeur, tout ça. Au bout d'un moment, les gens vont se coucher. Et en fait, nous, bah, on a essayé de se coucher. Puis après, au bout d'un quart d'heure, on s'est tous regardés. On en fait, on va plus dormir, on n'arrive pas à dormir. Donc, on s'est relevé et on allait voir la lune. Quoi. On allait voir la lune et puis, bah, on a discuté. Comme on faisait depuis 66 jours, mais là, un peu plus gaiement. Et puis, en fait, bah, dès le matin, on a fait ça jusqu'au matin. Et après, on a retrouvé les autres gens de l'ambassade et on a continué la journée. Mais voilà, après, en arrivant, donc là, voilà, il y a eu quand même cette étape-là. Après, en arrivant à Paris, les sensations, évidemment, sont un peu différentes. Après, là, c'était vraiment particulier parce que moi, ma famille n'est pas de Paris. Donc, la situation avait loué un appartement pour qu'on puisse faire un repas au moins même, malgré on a bravé les règles de confinement du moment où les trois familles s'étaient retrouvées avec certains de l'association et nous pour un repas et qu'on explique dans les très grandes lignes ce qui s'était passé. Euh, et moi, j'ai dormi après dans cet appartement-là, donc c'était pas chez moi. Enfin, voilà. C'était assez particulier. Pareil, là aussi, nuit très courte, hein, nuit très courte et sentiment de libération, mais d'inquiétude aussi sur l'après. Quelle va être la suite? Comment tout va se passer? Est-ce que je du fou? À ce moment-là, on se rend pas encore trop compte. Et on commence déjà un peu à porter à l'après, malgré tout. Très bien. Voilà. Super, écoutez, merci de ces témoignages. Moi, j'aime beaucoup votre première soirée à la résidence de l'ambassadeur, avec ces petites joies qui consistent, comme vous n'arrivez pas à dormir, entre l'excitation, l'adrénaline et d'avoir recouvré la liberté, de vous retrouver, comme vous l'avez fait pendant 66 jours, à observer la Lune et à poursuivre vos discussions. Effectivement, ça a certainement été un premier sas. Et j'aurais voulu vous poser une question. Euh, que Oui. retirez-vous? Retire-t-on quelque chose d'une expérience comme cela? Voilà. Et que retirez-vous de cette expérience aujourd'hui? Euh, alors, je dirais que c'est quand même bon, c'est quelque chose de très fort, d'inattendu quand même, hein, parce que c'est voilà, c'est des zones où on sait que ça peut arriver, mais comme tout, ça arrive, on se dit que ça arrive qu'aux autres. Bon, bah, c'est arrivé, ça nous est arrivé, donc on est toujours plus ou moins conscient que ça peut arriver, mais jamais vraiment préparé. Donc ça, en ça, évidemment, c'est traumatisant. Voilà, c'était vraiment une expérience dure. Après, il faut en voir quand même le positif, c'est-à-dire que bon, c'est assez bateau comme phrase, mais bon, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et du coup, on n'a pas été tué, donc on essaie d'en revenir plus fort.
J'ai eu la chance quand même d'être accompagné par mes proches par la suite, donc ça aide aussi beaucoup d'avoir réussi à retrouver une place, retrouver un travail et tout ça. Donc, ce qui aide aussi vraiment à se projeter. Après, ce qu'il y a, c'est que voilà, nous, ça a été quand même un petit peu médiatisé. Là, je peux en parler par exemple dans votre émission et tout ça, mais c'est des choses où quand les Occidentaux les vivent, on en parle, mais c'est en Irak, des chrétiens ou autres, hein, même les manifestants qui sont arrêtés, on ne sait jamais ce qu'ils deviennent, qui sont torturés, retrouvés dans des fossés, c'est quand il y a de la chance, ou des chrétiens qui sont enlevés, et c'est la famille qui doit payer pour les faire libérer, et bien souvent, même en payant, ils sont quand même tués. Voilà, c'est en fait l'enlèvement est quelque chose en Irak qui est omniprésent, et, euh, et finalement, nous là-dedans, on était des privilégiés un peu, c'est-à-dire que bon, par rapport à la moyenne des Français, on a vécu quand même, je pense, quelque chose de plus dur, mais par rapport à beaucoup d'Irakiens, c'était pas grand-chose presque, c'est-à-dire que nous, nos conditions étaient spartiates, mais bien meilleures que d'autres. On n'était pas torturés, on n'était pas séparés, on n'était pas affamés, même si parfois on a un peu manqué de nourriture, mais bon, globalement, c'était pas la volonté. Voilà, donc en gros, on a vécu des choses moins dures que beaucoup d'Irakiens vivent, donc c'est aussi euh, ça rappelle la chance qu'on a aussi de vivre dans des pays malgré les défauts et les problématiques qu'on a en France, voilà, où quand même une sécurité règne plus fortement que dans ces zones-là, même si la situation évidemment s'empire. Donc voilà, un sentiment voilà, d'avoir eu la chance de sortir de ça, de se rendre compte un peu de ce que peut être la dureté de la vie, d'avoir été un peu un rouage, enfin un élément dans un engrenage qui nous dépasse, c'est-à-dire que voilà, on sait pas vraiment les tenants, les aboutissants de pourquoi on a été enlevé nous et pas d'autres, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on soit libéré. Voilà, tout ça c'est assez flou, alors qu'on était quand même les premiers concernés, mais finalement on est qu'un maillon de la chaîne. Et donc c'est vrai que ce sentiment d'être un peu dépassé par des événements géopolitiques et des accords sûrement, et voilà, qui nous dépassent. Euh, Quand même aussi grandi par la foi, même si ça aussi, c'est pas difficile de retrouver le lien qu'on pouvait avoir avec Dieu très fort à ce moment-là, le retrouver après coup est pas si évident, donc si c'est pas toujours facile à gérer, mais bon, globalement, on a vraiment confié notre séquestration à Dieu, et que qu'on en soit sorti nous fait vraiment rendre grâce à ça. Et d'ailleurs, à tous les gens qui ont été mobilisés pour prier pour nous, ils ont été vraiment nombreux en France, mais pas que. D'ailleurs, dans les pays de mission où opère SOS Chrétien, mais même dans le monde, j'ai qu'il y a eu des chapelets, des messes en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour nous. Donc, on voit que ça a porté ses fruits. Donc, on est aussi vraiment très touchés que des gens puissent vraiment prendre le temps de prier pour nous, des gens qu'on connaît même pas. Donc voilà, un peu un mélange de tout ça, ce qui est assez un panel assez large, mais beaucoup de sentiments finalement qu'on retire de tout ça. Ben, merci, merci pour votre honnêteté intellectuelle, pour votre grande franchise. J'ai bien noté que la chaîne de prière, que la chaîne de solidarité humaine est quelque chose qui vous a paru absolument essentiel. Je note aussi dans le contexte que nous vivons aujourd'hui et que vivent les otages israéliens dans la bande de Gaza, que vous avez pensé avec beaucoup d'humilité que vos conditions de détention et de séquestration étaient de loin d'être aussi dramatique que celle de vos confrères irakiens, toutes confessions confondues, parce qu'effectivement, que ce soit les otages à Gaza, que ce soit les otages et les kidnappés en Iran, en Irak, en Libye, et ou ce qui se passe en ce moment en Haïti, effectivement, il y a des contrées où le kidnapping est un business quotidien et où les populations les plus défavorisées en sont les victimes. Julien Dittmar, merci beaucoup pour cet échange un peu plus long que prévu. Je vous avais dit que ça irait vite. Merci pour votre franchise, pour votre amabilité.
pour votre courage et pour ces témoignages qui n'est pas anodin et qui intéressera, j'en suis persuadé, nos auditeurs. Julien Dittmar, je vous dis peut-être à bientôt. Bonne chance, bonne route. Et puis écoutez, merci encore d'avoir passé ce grand moment avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ben, merci beaucoup pour votre invitation et à bientôt. Au revoir Julien, merci.